Bereye mustahabu domba oto ti bere adomba oto te bereye farida o domba oto ti bere adomba oto te bereye qur'ana domba oto te bere adomba oto te bereye alakira domba oto ti bere alakira wele ba o de kacha kanu ba oto te bere. Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, 10h à Moscou en Russie. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition du Mali Actualité. Les titres. La présidence malienne de la Confédération des États du Sahel passée à la loupe à Koulouba. Une évaluation à mi-parcours des actions menées par notre pays pour concrétiser les ambitions de l'AES, de la sécurité à la diplomatie en passant par l'économie. Le Mali a de quoi se targuer. Plus d'1,4 million de Maliens ont besoin cette année d'une assistance alimentaire. Un chiffre révélé hier par le Premier ministre à l'ouverture de la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle tenue à la primature. La région sahélienne exploite moins de 10% de ses ressources en eau. Comment revoir ces chiffres à la hausse pour exploiter le potentiel disponible et améliorer la sécurité alimentaire dans les pays du CIS? Une stratégie régionale de l'irrigation au Sahel est en validation à Bamako. Le président Vladimir Poutine s'est dit favorable à un cessez-le-feu de 30 jours avec l'Ukraine, mais les dirigeants russes s'interrogent qui va contrôler cette trêve. L'actualité des sports, c'est la 7e journée du championnat national de première division de basketball qui débute cet après-midi. En football féminin, le Mali accueille demain samedi les matchs Guinée-Conakry-Sierra Leone au compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 17 ans. La chronique du développement de ce vendredi revient sur le nouveau code minier du Mali de 2023. Grâce à ce code, l'État devra empocher chaque année entre 500 et 1000 milliards de francs CFA des revenus générés par des mines en activité au Mali. Page noire de cette édition, Maurice Mono tire sa révérence. Le célèbre animateur à l'ORTM à la retraite est décédé hier à l'hôpital du Mali. Ses obsèques sont prévues aujourd'hui après la prière du vendredi. C'est tout pour les titres. Dans 3 mois, les dirigeants de la Confédération des États du Sahel se retrouvent pour un nouveau sommet. En attendant, le Mali qui préside la Confédération évalue les activités menées dans les domaines de la défense, de la diplomatie, de l'économie et de la communication. Au nombre des acquis de la présidence malienne, un drapeau, un passeport, un logo et bientôt une banque d'investissement. Les ministres en charge de ces secteurs étaient face hier au président de la transition pour un exercice d'évaluation. Sera Batili était à Koulouba pour Mali Actualité.
La destinée du Sahel sous la présidence malienne. Les prouesses s'évaluent à Koulouba à quelques 3 mois de la tenue du 2e sommet de la Confédération des États du Sahel. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, note les points d'exécution des tâches confiées aux différents départements sous la coupole du Premier ministre chef du gouvernement. C'est une mise au point des réalisations en lien avec la feuille de route consensuelle qui décline les stratégies du Sahel. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Immédiatement, la mise en place des comités nationaux AES, c'est-à-dire dans les 3 pays, les différents chefs d'État ont mis en place une telle structure pour assurer à la fois et la coordination et le suivi et le bon fonctionnement de la Confédération AES. Ici au Mali, cette commission nationale est présidée par le chef de l'État qui assure la présidence du comité de pilotage. Mais à côté, il y a bien entendu 3 comités sectoriels. S'il plaît à Dieu, dans 3 mois, que tous les objectifs que le Mali s'est assignés dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route puissent être valablement réalisés. Pour une souveraineté totale, le Sahel met l'accent sur la défense, la diplomatie et le développement. Sur le plan de la défense et de la sécurité, la Confédération a mis en route sa stratégie de défense commune, coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d'ingérence. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Kamara, a détaillé au chef de l'État les opérations déjà menées. Présentement, il y a l'opération IRECO 2 qui est en cours avec des résultats probants. Et cette opération se passe dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. On est arrivé déjà à faire des résultats. Ces résultats nous ont permis de neutraliser des terroristes, de récupérer du matériel et de rassurer la population. Une vision sécuritaire bien définie donc dans une trajectoire bien tracée. L'AES met en avant une diplomatie revitalisée avec de nouveaux objectifs et plus d'engagement à atteindre des objectifs communs. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le défi majeur est pour nous de faire en sorte que nous puissions parler d'une seule voix. Si vous voyez avec toutes les actions qui ont été entreprises au cours de l'année, avec les différentes concertations que nous avons eues entre le ministre des Affaires étrangères, mais aussi avec les autres ministres, progressivement nous arrivons à parler d'une seule voix, à avoir une bonne coordination de notre action. De plus en plus, nous avons aussi des interactions avec des partenaires extérieurs à notre espace, avec lesquels nous avons un dialogue pour établir des éléments de partenariat politique, sécuritaire, mais aussi en matière de coopération. Sur le plan économique et de développement, dans un contexte de rareté des financements, la création d'une banque d'investissement est en vue, avec un fonds de stabilisation. Objectif, protéger les économies des États membres contre d'éventuels chocs extérieurs. Aloussine Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous avons fini de travailler sur la décision portant donc création du prélèvement confédéral AES. On a retenu, après les travaux des experts et des ministres de l'économie et des finances, de maintenir un taux de 0,50 de prélèvement qu'on va appeler le prélèvement confédéral AES. La deuxième chose, c'est la banque confédérale pour l'investissement et le développement de la confédération AES. On a décidé de porter le capital à 500 milliards. On a décidé de déterminer comment on va mobiliser ces 500 milliards sur les budgets internes et sur les prélèvements et sur d'autres aspects dans un délai de 9 mois. Le tout est soutenu par le volet communication, un maillon essentiel de la chaîne dans un monde en guerre informationnelle. Il faut être proactif et couper court à la désinformation. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le pilier communication est extrêmement important pour toujours expliquer un peu la démarche du leadership de la Confédération des États de l'AES. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique a eu également eu l'opportunité d'exposer au chef de l'État les démarches entreprises afin que certains engagements présidentiels puissent être réalisés avant la fin de la présidence malienne. Je voudrais ici évoquer
la création d'une télé-AES. La souveraineté étant économique, un cadre de coordination des actions du secteur privé pour le développement économique de la région a été activé. Il s'agit donc de densifier les échanges commerciaux entre les États du Sahel avec la valorisation des ressources locales. Malgré les péripéties, la Confédération tient bon avec le peuple qui reste son centre de gravité. Oui, l'AES, on en parle encore dans la page spéciale. En attendant, nous restons à Koulouba où le chef de l'État a reçu la ministre des Affaires étrangères du Libéria. Sarah Besolof Nyati est venue solliciter le soutien du Mali à la candidature du Libéria pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. À sa sortie d'audience, elle s'est confiée à Sira Bachili. Discussion is the United Nations Security Council. Le Libéria est candidat justement pour obtenir un siège non permanent donc au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et même avec l'appui et le soutien donc, de l'Organisation de l'Unité africaine, et nous avons décidé avec les instructions du président Boakai du Libéria de venir auprès du président Assimi Goïta, président de la transition du Mali, afin de solliciter encore l'appui du Mali, donc justement pour cette candidature du Libéria au poste de siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, nous avons eu le temps de discuter un peu des relations bilatérales entre la République du Mali et la République du Libéria. La voix du Mali compte beaucoup parce que de toute façon, le siège, là, ça représente le continent africain. Nous allons représenter le continent africain. Donc la voix du Mali, l'appui, le soutien du Mali pour le Libéria compte énormément. Assembly, and so Mali's vote matters. Oui, c'était à l'instant la ministre des Affaires étrangères du Libéria reçue hier à Koulouba par le président de la transition. De Koulouba, cap sur la primature et ce chiffre a noté. Plus d'1,4 million de Maliens sont en situation de crise alimentaire cette année. Un chiffre révélé hier par le Premier ministre à l'ouverture des travaux de la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le chef du gouvernement a salué les 4 milliards de francs CFA débloqués par le président de la transition pour faire face à la crise humanitaire au lendemain des inondations. Les comptes rendus de Mamari. Cette 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire est un cadre privilégié pour les membres du Conseil de suivre la situation alimentaire du pays, d'examiner le bilan de la mise en œuvre du précédent plan national de réponse et d'approuver les plans nationaux de réponse de l'année en cours. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'un des défis sera de garantir un approvisionnement régulier des marchés afin d'assurer la disponibilité des céréales pour la population, en particulier les couches les plus vulnérables durant la période de soudure. Cette année, les services techniques appropriés annoncent 1 470 114 personnes en situation de crise, soit 6,25% de la population, parmi lesquelles 100 941 personnes en situation d'urgence. Les personnes en situation de stress alimentaire sont estimées à plus de 4 millions, soit 17,15% de la population. Pour faire face à cette situation, l'État assistera les populations ciblées à travers l'assistance alimentaire, des distributions ponctuelles, des ventes à prix subventionnés et enfin la mise en place des facilités alimentaires. Selon le Premier ministre, l'année 2024 a été marquée par une pluviométrie excédentaire, provoquant parfois des inondations avec des conséquences désastreuses sur l'ensemble du territoire national. Je remercie vivement son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour avoir mobilisé en toute urgence 4 milliards de francs CFA pour l'assistance humanitaire immédiate, la réhabilitation des écoles inondées et le curage des collecteurs à Bamako. Concernant la situation alimentaire, l'État, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et les autres acteurs, a mobilisé tous les moyens à sa portée et a diversifié les réponses pour venir en aide aux victimes. Malgré ces facteurs climatiques et l'insécurité, le bilan de la campagne agricole est satisfaisant avec une production de 11 millions de tonnes de céréales, 615 000 tonnes de coton-graines, 76 750 tonnes de viande rouge et 113 220 tonnes de poissons. Le Premier ministre a aussi salué les réformes en cours dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les réformes au niveau du dispositif national de sécurité alimentaire se poursuivent et portent plus particulièrement sur le ciblage précis des bénéficiaires. Le renforcement de la gouvernance, la planification conjointe, l'implication des acteurs au niveau régional, l'amélioration de la gestion des stocks nationaux et le renforcement
du mécanisme de suivi-évaluation. Le général de division Abdoulaye Maïga a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à accompagner le renforcement des capacités opérationnelles des outils du dispositif de sécurité alimentaire. Oui, pour assurer la sécurité alimentaire, un élément important reste la disponibilité d'eau. La région sahélienne en a suffisamment. Elle dispose des ressources en eau de près de 280 milliards de mètres cubes. Paradoxe, moins de 10% de ces ressources sont valorisées. Un défi énorme à relever pour exploiter ces potentiels afin d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience dans les pays membres du SILS. Voilà tout l'enjeu de l'atelier régional de validation de la stratégie régionale de l'irrigation au Sahel. Un atelier ouvert hier à Bamako en présence de notre reporter Mamadou Fani. Les représentants des pays membres du SILS s'étaient réunis en 2013 à Dakar pour la relance de l'irrigation dans les pays du Sahel avec le soutien de la Banque mondiale. Plus de 10 ans après la mise en œuvre des recommandations issues de ce forum, les experts des pays membres du SILS se retrouvent à Bamako pour faire une évaluation des grandes décisions de cette rencontre. L'atelier régional de validation de la stratégie régionale de l'irrigation au Sahel est donc une étape avant le prochain forum de Dakar prévu au mois d'avril prochain. Abdoulaye Mahamadou, secrétaire exécutif du SILS. Avec une production agricole dépendant à 90% d'une pluviométrie de plus en plus incertaine du fait des changements climatiques, le Sahel, faut-il le rappeler, est l'une des régions les plus vulnérables au monde face au changement climatique. Toutefois, les ressources en eau dans la région constituent une de ses plus grandes opportunités de résilience et de souveraineté alimentaire, mais restent malheureusement fortement sous-exploitées. La région sahélienne dispose de ressources en eau renouvelables totales annuelles de près de 280 milliards de mètres cubes pour une valorisation inférieure à 10%. Farouk Moulabana, représentant de la Banque mondiale. La Banque mondiale voudrait ici réaffirmer son engagement envers le développement durable de l'agriculture irriguée dans le Sahel. Nous sommes partenaires dans cette initiative visant à transformer le paysage agricole de cette région à travers des innovations et des investissements ciblés. La production agricole dans les pays du Sahel est fortement tributaire de la pluviométrie. Une stratégie régionale de l'irrigation permettra d'atténuer les difficultés. Daniel Siméo Kelema, ministre de l'Agriculture. La gestion de l'eau agricole est donc cruciale pour l'amélioration des performances du secteur agricole dans le Sahel. Au Mali, le développement de l'agriculture irriguée peut, à l'instar des autres pays du Sahel, aider à faire face aux hausses prévisionnelles de la demande en produits alimentaires et contribuer significativement à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'opérationnalisation de la déclaration de Dakar à travers le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, en abrégé Paris, a permis de contribuer à l'atteinte des objectifs globaux de notre agriculture, notamment avec le rattachement de Paris-Mali à l'Agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation et du ministère de l'Agriculture. Cet atelier régional de 2 jours est une aubaine au regard des défis du Sahel, car il s'agit de renforcer la production agricole des pays du SILS. Oui, des pays du SILS qui font face à un autre défi, celui de l'emploi des jeunes. Au Mali, le gouvernement met en œuvre depuis quelques années un programme emploi jeunes confié à l'APEJ. Le 14e contingent de ce programme sera mis en route ce vendredi par le Premier ministre. Il compte 2500 jeunes qui seront déployés dans les différents services publics et privés. À cette occasion, le ministre en charge de l'emploi revient sur la pertinence et les acquis de ce programme. La synthèse de son message avec Awama Kamara. La rigueur et la transparence sont les 2 critères qui ont prévalu à la sélection des 2500 jeunes qui composent le 14e contingent du programme de stage de formation professionnelle de l'APEJ. On note 54,78% de femmes. Ces jeunes prêteront serment ce vendredi devant le Premier ministre lors d'une cérémonie solennelle qui consacrera également leur affectation dans les services publics, privés et représentations diplomatiques. Oumou Salsek, ministre en charge de l'emploi. Aujourd'hui, nous le savons, les questions jeunes font partie des priorités des hautes autorités. Et le chômage bat son plein. Et donc, c'est pour cette raison que tous ces programmes sont vraiment conçus et mis en œuvre avec nos structures et particulièrement en ce qui concerne les différents contingents, c'est l'APEJ qui est en charge de cette mise en œuvre. Les jeunes diplômés dans les 19 régions, en plus de ceux du district de Bamako, ont été pris en compte. Le recrutement se fait au niveau régional, à ce qui concerne le quota des régions. Quand on prend l'exemple de Kidal, ils avaient un quota de 80.
et 60 ont été retenus. Et sur les 2500, il faut retenir qu'on a reçu plus de 15 000 dossiers. Précisément 15 021 dossiers. Le programme APEJ, dont la 14e cohorte s'apprête à s'engager, est un exemple d'engagement dans la lutte contre le chômage. Oumou Salsek, ministre en charge de l'emploi. Plus de 50 000 jeunes sont passés par ces différents contingents. À peu près 70% de ces jeunes ont déjà eu accès à un emploi. Donc, le résultat est très positif. Et le ministre en charge de l'emploi d'inviter les jeunes au respect des règles de fonctionnement des structures d'accueil afin de pérenniser le programme APEJ. Au Sénégal, les propriétaires des engins à deux roues avaient jusqu'à hier 13 mars pour immatriculer et assurer leurs motos. Au total, 200 000 motos ont été régularisées. Cette mesure, selon les autorités, vise à améliorer la sécurité routière avec un parc moto en règle. Les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe actent la fin du mandat de la force militaire déployée dans l'est de la RDC. C'est la principale décision à retenir d'un sommet extraordinaire en visioconférence de la CADC tenu hier. Un sommet auquel a participé le président congolais Félix Tshisekedi. Cette force mise en place en 2023 était composée notamment de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites. Toujours en RDC, 5 généraux de l'armée et de la police sont jugés depuis hier devant la haute cour militaire à Kinshasa pour fuite lors de l'avancée des rebelles du M23 sur la ville de Goma dans l'est du pays. Ils sont poursuivis notamment pour lâcheté, violation des consignes et perte des munitions. Le procès a été ouvert en présence du ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est lui d'ailleurs qui avait ordonné la mise en accusation de ses officiers. En Russie, le président Vladimir Poutine s'est dit favorable à un cessez-le-feu de 30 jours avec l'Ukraine. Qui va contrôler cette trêve? Que se passe-t-il en cas de violation de ces textes? S'interroge le dirigeant russe qui estime que la trêve doit mener à une paix durable. Il s'est exprimé hier et a évoqué la possibilité d'un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump. Ce dernier d'ailleurs a salué une déclaration prometteuse de son homologue russe. AES Actualité. Au Burkina Faso, plus de 4000 volontaires pour la défense de la patrie renforcent désormais l'effectif de l'armée de terre. Ils viennent de boucler une formation de quelques mois. Le contingent a été présenté au drapeau et s'est dit prêt à jouer toute sa partition dans les opérations de sécurisation du territoire national. Genoro Sidibé de Radio Burkina nous en parle. Grâce à un programme exigeant adapté aux réalités opérationnelles du terrain, l'armée de terre a doté ses jeunes soldats de compétences essentielles pour affronter les défis sécuritaires actuels. Articulés autour des 3 axes fondamentaux, à savoir la formation militaire générale, la préparation à la mission opérationnelle et le renforcement physique et mental, cette formation a accordé une attention particulière à la connaissance de l'environnement des opérations, notamment à travers des modules spécifiques sur le respect des droits humains et les règles d'engagement, garantissant ainsi une intervention conforme aux exigences légales et éthiques. L'encadrement et l'entraînement des nouvelles recrues ont été assurés par les centres régionaux d'instruction de l'armée de terre, disséminés sur l'ensemble du territoire national. Le contingent 2024 a été présenté au drapeau national dans les chefs-lieux des régions, scellant ainsi son engagement envers la patrie. Cet acte hautement symbolique marque leur intégration officielle dans les forces armées nationales en réaffirmant leur détermination à défendre la patrie avec honneur et loyauté. Désormais aguerris et déterminés, ces nouveaux soldats, au nombre de 4111, rejoindront sans tarder les unités opérationnelles déployées sur le terrain. Par cette formation d'envergure, l'armée de terre réaffirme son rôle central dans la montée en puissance des forces armées nationales. Elle démontre une fois de plus son engagement indéfectible pour la défense de la souveraineté nationale et la stabilisation du pays. La stabilisation du pays est nécessaire pour réaliser les actions de développement. C'est ce à quoi travaille le Niger avec un accent particulier sur les unités industrielles. 2 d'entre elles, situées dans la région de Tillabéri, reçoivent la visite d'une délégation conjointe du ministère en charge du commerce et de la société civile. Abdulkader Abdourahman de la Voix du Sahel était de la visite. La délégation ministérielle et les acteurs de la société civile ont débuté leur visite au niveau de la société Niger Élégante, spécialisée dans la fabrication des pantoufles et des chaussures en plastique. Cette société chinoise prévoit d'investir 303 23 778 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement.
La délégation s'est ensuite rendue à la société Wangya qui produit divers articles en plastique tels que des gobelets, des tabourets, des paniers. Cette société, quant à elle, prévoit d'investir 436 609 675 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement. Elle prévoit également de créer 50 emplois permanents. Ces deux entreprises sont implantées à Liboré dans le département de Kolo. Enfin, la délégation a visité le site de la société YJFer implantée à Indunga et spécialisée dans la métallurgie, particulièrement le fer à béton. Encore en phase d'installation, l'usine affiche un taux d'exécution de 85%. Jérémy, directeur commercial de la société YJFer. Je tiens à remercier l'État nigérien pour tous les soutiens qu'il nous a accordés. L'usine sera opérationnelle en mai 2025. Le secrétaire général adjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Boubacar, a indiqué qu'il vise à s'assurer l'effectivité de la création des entreprises. Vous vous souviendrez que le ministre du Commerce et de l'Industrie a présenté son bilan de 18 mois de gestion. Dans son bilan, il a eu à annoncer un certain nombre d'entreprises qui ont été agréées au Code des investissements. Suite donc à cette présentation, la société civile nous a saisis pour voir la réalité de la création de ces usines. À l'issue de cette visite, Michael Zodi, acteur de la société civile, s'est dit satisfait de ce qu'il a constaté sur le terrain. On a fait le tour de 3 usines. 2 usines qui s'occupent de la transformation du plastique. Nous avons constaté le nombre de jeunes qui sont employés là-bas et que c'est une très bonne chose. Et nous savons que notre refondation ne peut s'accommoder qu'avec ce genre d'action. Et je pense bien que ça fait partie de la ligne directrice de la refondation. Nous sommes satisfaits de constater que des jeunes sont en train de travailler. Nous sommes satisfaits aussi de la production. Au terme de ces visites, la délégation ministérielle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les unités industrielles locales afin de renforcer la production nationale et de favoriser la création d'emplois. En sport, la 7e journée du championnat national de première division de basketball débute cet après-midi. Tout comme la 15e journée du championnat national de football Ligue 1. En football féminin, le Mali accueille demain samedi le match Guinée-Conakry-Sierra Leone au compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Une rencontre qui se joue au stade Mamadou Konaté. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tienou. La 15e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle le 2 mars cet après-midi. Afrique Football Elite affrontera l'USFAS. Le coup d'envoi est prévu pour 16h30 au stade Mamadou Konaté. Cette journée se poursuivra demain. L'AS Police sera face aux 11 créateurs. Suite dimanche. Au stade Mamadou Konaté, l'AS de Bako sera face au Sabre de Bako. Et sur le terrain Salou Keta de Mengo Kati, l'ASCO affrontera l'US Bougouba. 2 rencontres à suivre avec le Plex sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Le match de Luba étoile demandé aura lieu à 18h au stade Mamadou Konaté. Cette journée s'achèvera lundi avec 2 rencontres. L'AS Bagaridian sera face à l'US Bougouni et Bigan FC jouera contre FC Diara. Football féminin, le Mali accueille le match Guinée-Conakry-Sierra Leone au compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et filles. Le match se jouera demain donc au stade de Konaté, coup d'envoi 16h. Déjà cet après-midi, les deux nations seront face à la presse pour les conférences d'avant-match, respectivement à 15h30 et 16h, et également effectueront leur entraînement officiel. Eh bien, les 15 premières minutes sont ouvertes à la presse. Et restons toujours en football où la séance des tirs au but lors des 8e de finale retour de la Ligue des champions d'Europe entre le Real Madrid et Atlético Madrid a été marquée par une confusion liée au refus de tir au but marqué par Julián Alvarez, l'attaquant d'Atlético Madrid. But refusé après l'intervention de la VAR car l'Argentin, en glissant, a touché le ballon à 2 reprises. Pour mieux nous édifier, je vous propose qu'on écoute les explications des experts à la matière. Il s'agit de Koman Koulibaly, instructeur CAF et FIFA des arbitres. Il a été joué au téléphone par Fotiki Toumara. Le penalty, qui est la 14e loi du jeu, si on prend ce cas de penalty refusé, maintenant il y a 2 cas. Avant que le ballon ne soit en jeu, si le tireur commet une faute. Et après que le ballon soit en jeu, si le tireur commet une faute. D'abord, le ballon en jeu, c'est quoi? Lors d'un penalty, d'un tir au but, si le ballon est posé au point de penalty et qu'il est botté et a clairement bougé, le ballon est en jeu. Donc le premier cas, avant que le ballon ne soit en jeu et que le tireur commet la faute, donc 2 cas s'appliquent si c'est au cours du jeu, soit le penalty est retiré ou on donne coup franc indirect contre le joueur qui a commis la faute. Le deuxième cas, après que le ballon soit en jeu et que le tireur a commis la faute, c'est ce qui est notre cas, puisqu'il a
tiré. Dans son tir, dans sa chute aussi, l'autre pied a touché légèrement le ballon. Et le ballon était déjà en jeu. Donc c'est ce cas qui s'applique en ce moment. Ce serait le cas de toucher doublement le ballon avant qu'un autre joueur ne le touche. En ce moment, ce n'est pas une feinte illégale, comme les textes le disent, mais ce serait sanctionné par coup franc indirect si c'était au cours du jeu. Mais comme ce n'est pas au cours du jeu, c'est lors des tirs au but, donc le tir est simplement annulé et refusé. On termine par le basketball. La 7e journée du championnat national de première division de basketball commence cet après-midi. En homme, Faso Caron jouera contre le centre Mamadou Kané et l'ISFAS affrontera l'AS Police. En dame, l'AS Commune 5 s'expliquera avec Calaban Sport et le duel des porteurs d'uniforme mettra aux prises l'ISFAS et l'AS Police. 4 autres rencontres se joueront demain samedi. Atal Club de Kidal défiera ASL de Bamako en homme. Le Djoliba va en découdre avec l'ASL de Bamako en dame. Toujours sur le tableau féminin, CRBT recevra le Saman de Bamako. La rencontre CRBT Saman de Bamako en homme bouclera cette 7e journée. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi en rediffusion, on revient sur le nouveau code du Mali de 2023. Grâce à ce code, l'État aura 30% de part des actions des revenus du secteur contre 20% dans l'ancien code. De façon concrète, l'État devra embaucher chaque année entre 500 et 1000 milliards de francs CFA, des revenus générés par l'ensemble des mines en activité au Mali. Soumela Berthe et Marc Damele nous donnent d'autres détails. De l'avis du spécialiste, le nouveau code minier du Mali est sans conteste une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale, car il permet à l'État d'augmenter sa part des actions sur l'ensemble des mines en activité dans le pays. Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. Dans toutes les mines du Mali, l'État malien détenait 20% des parts des actions. Et parmi les 20%, vous avez 10% gratuits, parce que quand l'État malien donne le permis d'exploitation à une entreprise, alors l'octroi du permis d'exploitation donne droit automatiquement à 10% gratuit à l'État malien. Maintenant, dans ce nouveau code, la part de l'État malien passe de 20% à 30%. Donc, nous avons toujours 10% en gratuit et 20% en numéraire. C'est-à-dire que l'État malien a la possibilité d'acquérir, d'acheter 20% des actions. Et donc, c'est qui, vous savez, quand on a plus d'actions, les dividendes qu'on doit partager. Les dividendes, c'est l'entreprise réalise des bénéfices, on partage le bénéfice proportionnellement au nombre d'actions des actionnaires. Il est clair qu'avec toutes ces mesures-là, les caisses de l'État vont être bien fournies. Même sans le code de 2023, le secteur minier faisait rentrer quelque chose comme 450 à 500 milliards de francs dans le budget de l'État, ce qui représente 25% du budget national. Mais cette part va augmenter. Le code minier de 2023 pose une autre problématique dans le secteur. C'est celle relative à la migration des sociétés minières vers ces codes. Si pour les nouvelles mines, la question ne se pose pas, par contre, pour les mines dont l'activité est antérieure à ces codes, elle demeure. Présentement, on a plus de 13 mines qui sont en activité aujourd'hui au Mali. Il y a des nouvelles mines et il y a des mines qui étaient déjà là il y a des années. Bien sûr, avant le code de 2023, alors les sociétés qui étaient déjà en activité, ils vont se dire, est-ce que nous, on sera frappés par ce nouveau code? Parce que ce nouveau code est venu après que nous, on a déjà signé des contrats avec l'État malien, etc. Est-ce que la loi doit être rétroactive? Il y a beaucoup de sociétés existantes qui vont se poser cette question. Mais les nouvelles mines qui ont été créées avec le nouveau code, il n'y a aucun problème. Toutes ces nouvelles mines vont automatiquement être alignées au nouveau code. Maintenant, ces grandes sociétés peuvent encore traîner un peu et discuter. Ils peuvent un peu dire, bon, écoutez, est-ce que nous, on doit adhérer au nouveau code? Parce que nous, déjà, on était dans un ancien code, etc., etc. Mais je crois que les pourparlers sont en cours avec l'État malien pour les convaincre de migrer vers le nouveau code. Et ils n'ont pas le choix. Si vous voulez continuer vos activités normalement, je pense que vous devez vous plier aux lois du pays. Aussi, le nouveau code minier apporte des innovations dans la gestion de ce secteur. Il s'agit par exemple de la mise en place d'une brigade spéciale minière. Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. Le code de 2023
est une révolution. Mais quand vous menez une révolution dans le secteur, il y aura des réticences et il y aura des tentatives de contourner ces dispositions légales. Mais comment l'État peut s'assurer que ce que le code dit est appliqué? Donc il faudra aussi des garde-fous. D'où, il faut ceux qui vont enfreindre aux lois doivent être sanctionnés. La brigade spéciale minière, c'est des garde-fous. Et voilà des instruments qu'on veut mettre en place. Si vous contournez ces lois, voilà ce qui va vous arriver. Nul doute que la mise en œuvre du Code minier de 2023 va marquer un nouveau départ pour ce secteur hautement porteur pour l'économie nationale. Ceci afin qu'il soit véritablement la locomotive du développement économique du Mali. Page noire de cette édition, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, le directeur général de l'ORTM et l'ensemble du personnel de l'ORTM ont le regret de vous annoncer le décès de Maurice Mano, agent de l'ORTM à la retraite et célèbre animateur. Décès survenu hier jeudi à l'hôpital du Mali à la suite d'une maladie de courte durée. Ses obsèques sont prévues aujourd'hui après la prière du vendredi chez lui à Garanti-Kébou, 5e plaque en commune 5. Que son âme repose en paix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ainsi va la vie, ainsi va l'actualité en ce vendredi 14 mars 2025. Cette première édition du journal vous a été servie par un trio. À la mise en onde, Mamadou Boubacar Diallo. À la mise en ligne, Abdul Aziz Koulibaly et au micro, Bourama Traoré. Après la page météo, Fatim Damélé s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée de vendredi à vous, où que vous soyez.